Bonjour, bienvenue à ce webinaire au cours duquel nous vous présenterons les conclusions d'une recherche empirique que l'on a menée auprès de personnes âgées, trans ou non-binaires vivant avec une démence et leurs proches aidants, aidantes. Je vais à l'instant partager mon écran et vous allez pouvoir voir notre PowerPoint. Alors, je m'appelle Alexandre Barry, je suis un homme trans, j'utilise des pronoms masculins, donc il. Je suis professeur agrégé à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa. Je me spécialise en études de genre trans, queer, sur le handicap, la gérontologie critique et la suicidologie critique. Et bonjour, je m'appelle Marjorie Silverman. Je suis une femme cisgenre utilisant le pronom elle. Je suis également professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa, spécialisée en gérontologie critique et en soins familiaux. Alors, nous avons publié à partir de ce projet de recherche, 5 articles, dont 3 plus théoriques et les deux premières références qui portent spécifiquement sur les résultats empiriques de notre recherche. Et nous avons également traduit tous ces textes en français. 2 sont à paraître très prochainement en français. Alors, nous vous invitons à consulter ces publications. Elles sont disponibles en accès libre et gratuit sur notre page academia.edu et vous pouvez également nous écrire pour obtenir ces références ou encore obtenir, par exemple, les affiches scientifiques qui résument les plus grandes conclusions de cette étude et que nous pouvons vous envoyer également. Nous allons utiliser de nombreux termes spécialisés au cours de ce webinaire, dont certains pourraient ne pas vous être familiers. Nous définissons comme proche aidante toute personne qui apporte un soutien régulier à une connaissance, à un ami ou un membre de la famille, soit biologique ou choisi, sans être rémunéré. Nous utilisons démence comme un terme englobant toutes les formes de handicap cognitif touchant la mémoire, comme un trouble neurocognitif léger, la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire et la maladie à col de Lewy. Le terme capacitisme fait référence au système d'oppression à l'encontre des personnes handicapées. Et le terme cogniticisme est un néologisme que nous avons créé pour décrire une forme précise de capacitisme représentant un système d'oppression discriminant les personnes ayant un handicap cognitif ou mental à des multiples niveaux, notamment au niveau politique, social, médical, juridique, économique et normatif. L'acronyme de SLGBTQIA+, se rapporte aux personnes bispirituelles, lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queer ou en questionnement, intersexes ou asexuelles. Nous utilisons l'expression identité ou personne trans ou non-binaire pour inclure un large spectre d'identité et d'expression de genre, comme celle des personnes transsexuelles, transgenres, non-binaires, agenres, non conformes de genre ou toute personne ne s'identifiant pas au sexe-genre assigné à la naissance. Une personne cisgenre ou cis s'identifie au sexe et au genre qui lui ont été assignés à la naissance. Le terme cisgenrisme est un synonyme de transphobie. Il caractérise un système d'oppression contre les personnes trans ou non-binaires. Et finalement, le terme cisnormativité rend compte de la dimension normative du cisgenrisme, du fait que les personnes cisgenres représentent la norme dans notre société. Alors, évidemment, comme dans plusieurs autres pays, le Canada voit sa population vieillir rapidement. Alors, le nombre de personnes avec une démence croît lui aussi à une vitesse assez importante. Il pourrait atteindre 1 million de personnes en 2030 et 1,7 million en 2050. Et parallèlement à ces statistiques, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a une cohorte grandissante de personnes âgées, trans ou non binaires, étant donné évidemment le vieillissement de la population,
mais également l'accès facilité aux hormones, aux chirurgies, les réformes majeures du droit sur les enjeux trans et évidemment une plus grande acceptation sociale et culturelle des personnes trans et non-binaires. Alors, par personnes âgées, trans ou non-binaires, on fait référence à des personnes qui auraient amorcé une transition plus tôt au cours de leur vie et qui vieillissent dans leur identité, ainsi qu'à des personnes qui ont transitionné à un âge plus avancé. Un certain nombre de personnes âgées, trans ou non-binaires vont développer évidemment plus tard une démence et vont donc avoir besoin de soins. Et justement, les recherches vont indiquer que les personnes trans et non-binaires, à l'instar d'autres groupes marginalisés, sont plus à risque de développer une démence en raison d'une multitude de facteurs, dont le stress lié au statut minoritaire. Il y a très peu de recherches qui portent sur la transitude et la démence et même plus largement, pourrait-on dire, sur les personnes 2S LGBTIQA+, et la démence. Et les recherches vont indiquer que les personnes âgées, trans et non-binaires sont encore plus exposées à la discrimination que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et queer, notamment dans un contexte de soins de longue durée. Tout comme les personnes âgées ayant une sexualité marginalisée, les personnes âgées trans et non-binaires hésitent à se prévaloir de services sociaux et de santé en raison de craintes qui sont anticipées ou réelles en fonction de leurs expériences de subir de la discrimination. Cela dit, pour les personnes âgées, trans et non-binaires, la crainte va monter d'un cran parce qu'elles appréhendent des soins intimes, des soins corporels ou encore le mégenrage, qui est l'utilisation de mauvais pronoms. Au moment de recevoir des soins corporels, les personnes âgées, trans et non-binaires ne peuvent pas retourner dans le placard parce que leur expression de genre, leurs pronoms ou leur corps, que ce soit à travers les cicatrices chirurgicales ou des parties de corps vues comme non conformes d'un point de vue cisnormatif, vont parler d'eux-mêmes. Donc, à cette crainte viscérale que suscite la dépendance potentielle à des services professionnels, possiblement cisgenres et cisnormatifs, s'ajoute le fait que les personnes âgées, trans et non-binaires ne disposent souvent que d'un choix assez limité de soins et d'un nombre plus restreint de proches aidants, aidantes auprès desquels elles peuvent chercher du soutien. Paradoxalement, cette population marginalisée qui a besoin de beaucoup de soutien à un âge plus avancé demeure extrêmement isolée. Si on tourne maintenant à notre projet de recherche, donc la question de recherche ayant guidé notre projet est la suivante. Quelles sont les expériences des personnes âgées, trans et non-binaires vivant avec une démence et de leur réseau de soutien? Nous avons entrepris un recrutement à travers le Canada, tant en anglais qu'en français, en nous adressant aux organisations s'intéressant au vieillissement ou à la démence, de même qu'aux organisations 2S LGBTQIA+. Au total, nous avons contacté 1625 organisations. Malgré l'ampleur de cette campagne, nous n'avons recruté que 2 participantes trans vivant avec une démence et 4 proches aidants aidantes. Pour nous, ce petit nombre n'en demeure pas moins une victoire puisqu'il représente les premières personnes interviewées sur le sujet au niveau international. Étant donné la pandémie, les entrevues ont été menées sur Zoom. Le tableau suivant résume l'information pertinente sur 2 participantes trans, Victor et Martha. Et bien sûr, nous avons changé leur nom pour protéger leur anonymité. Martha, une femme trans, et Victor, un homme trans, sont âgés de 75 ans tous les deux. Martha était au premier stade de la démence au moment de notre entrevue et Victor à un stade assez avancé. Martha vit seule et reçoit très peu de soutien, alors que Victor vit avec sa femme Nancy, qui est aussi sa proche aidante. Donc, on vous laisse regarder ce tableau. Et on a un second tableau qui trace un portrait succinct des 4 proches aidants aidantes, participantes. Un fait intéressant, c'est que de ces 4 personnes,
3 s'identifient elles-mêmes comme trans ou non-binaires et comme queer. Certaines de ses proches interviewés aident une seule personne alors que d'autres en aident ou ont aidé jusqu'à 3, comme le cas de Dan. Au total, ces personnes aidantes ont aidé 5 personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence. Nous présenterons maintenant les aspects uniques de vivre avec une démence en tant que personne trans ou non-binaire ou de soutenir et venir en aide à ces personnes. Alors que les personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence partagent certaines expériences, tant avec les personnes cisgenres vivant avec une démence qu'avec les personnes trans ou non-binaires de tout âge sans handicap cognitif, le fait de vivre à l'intersection de la transitude ou de la non-binarité et de la démence amène des réalités particulières que nous soulignerons ici. Cela est aussi vrai pour leurs proches aidants et aidantes. Alors que les personnes que nous avons interviewées ont beaucoup en commun avec les autres proches aidants et aidantes, les proches aidants et aidantes qui soutiennent des personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence font face à des réalités qui leur sont propres. Nous aborderons d'abord les aspects uniques aux personnes trans et non-binaires comme telles, puis à leurs proches aidants et aidantes. Quant aux résultats concernant les participantes trans et non-binaires, il importe de garder à l'esprit qu'ils sont fondés à la fois sur les entrevues des 2 participantes trans et de 4 proches aidants et aidantes de personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence. Alors qu'en fonction d'une optique cogniticiste, les personnes vivant avec une démence sont souvent invalidées et disqualifiées en tant que sujet connaissant, c'est-à-dire qu'ils peuvent connaître des choses. Pour les personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence, ce cogniticisme se manifeste de façon particulière. Alors, des participantes nous ont partagé que leur genre n'était pas pris aussi au sérieux à cause du cogniticisme prévalent parmi les prestataires de santé, de soins de santé. Une telle délégitimation a des répercussions très concrètes, notamment des formes exacerbées de contrôle de l'accès aux soins liés à l'affirmation de genre. Tant Martha que Victor ont relaté des épisodes justement où l'accès à des chirurgies de confirmation de genre leur avait été refusé par des médecins qui sont persuadés, en fonction justement de préjugés âgistes, capacitistes, cogniticistes, que ce type d'intervention n'est plus une priorité à un âge plus avancé ou encore qu'une personne qui a des enjeux de santé physique ou cognitive, c'est trop risqué de pratiquer des interventions sur ces personnes. Alors, Martha nous a dit: le problème, quand j'explorais ça avec les médecins, c'est qu'elle disait: oh, vous avez plus de 65 ans, nous n'allons pas vous toucher, nous n'allons pas vous opérer, vous êtes trop âgé, trop à risque, toutes sortes d'excuses. Alors, d'autres personnes ont subi un contrôle similaire, mais dans ce cas-là, c'était par rapport à l'accès à des traitements hormonaux. Dan a relaté, par exemple, qu'un des hommes trans dont il est proche aidant a eu de la difficulté à poursuivre le traitement hormonal qu'il suivait depuis déjà une dizaine d'années. Selon Dan, cette décision a été prise sur la base de présomptions cognitistes que les personnes vivant avec une démence ne pourraient pas vraiment fournir de consentement éclairé. Nous a dit: les docteurs ne voulaient pas lui prescrire des hormones parce qu'à ce stade-là, elle pensait que le consentement éclairé n'est pas possible. Alors, vous savez, pas besoin d'y penser, on n'a qu'à discontinuer son traitement hormonal. Vous savez quoi? Elle ne valide même pas qui il est. Elles vont lui enlever ses hormones en se disant qu'il n'est pas capable de prendre une décision. Alors, l'agisme et le cogniticisme qui alimentent ce contrôle cisgenriste exercé par les professionnels de la santé concernant l'accès aux soins a évidemment de profonds impacts sur l'identité de genre parce que si les traitements hormonaux sont interrompus ou si des interventions chirurgicales sont refusées, bien, ça transforme l'expérience du genre. De plus, le déni d'accès à certains traitements médicaux ou chirurgicaux expose les personnes trans à un plus grand risque de violence, étant donné que leur expression de genre pourrait changer ou encore que leur attribut physique pourrait ne pas correspondre finalement à leur identité de genre.
Voyons maintenant comment la démence a des incidences sur l'expérience du cisgenrisme et de l'identité de genre. Alors, la démence a le potentiel d'augmenter l'exposition à la violence cisgenriste. Par exemple, des soins accrus liés à la démence peuvent nécessiter un transfert vers des établissements de soins de longue durée où les personnes peuvent être davantage victimes de mauvais traitements. Pendant, par exemple, les 7 mois où il a vécu dans un établissement de soins de longue durée, Victor a vu sa transitude devenir l'épicentre d'une curiosité et d'une maltraitance cisgenriste. Et sa femme, Nancy, a finalement décidé de le retirer de là parce qu'il subissait justement trop de mauvais traitements. De plus, il y a plusieurs personnes trans âgées qui ont été stealth pendant des décennies. Ça veut dire qu'elles ont vécu leur vie sans laisser savoir aux autres qu'elles étaient trans. Et donc, dans ces situations-là, vont voir leur transitude révélée lorsqu'elles ont besoin de soins corporels, comme ça a été le cas de Victor. Et beaucoup considèrent cette sortie du placard forcé comme une forme de violence et aimeraient plutôt continuer à vivre stealth, comme Dan nous l'a mentionné en parlant des personnes trans, les 3 personnes trans de qui il prend soin. Dan nous a dit: elles voulaient juste vivre une vie tranquille, être juste ce qu'elles sont en essayant, vous savez, de se fondre dans le décor et de mener une vie simple. Des participantes ont également expliqué que la démence réduit la possibilité pour les personnes de revendiquer leurs droits ou de se défendre contre les micro-agressions et la violence cisgenriste. Parce que lorsqu'elles ont une démence, ça devient plus ardu pour des personnes trans ou non-binaires de lutter contre le contrôle excessif par rapport à l'accès aux soins, de naviguer à travers les complexités justement du système de santé ou de se défendre contre le mégenrage. Alors, dans le cas de Victor, il a été très difficile pour lui de mettre fin à cette maltraitance et ce mégenrage récurrent d'une partie du personnel soignant de la résidence de soins de longue durée dans laquelle il était. Comme il nous le dit d'ailleurs dans l'extrait que je vais vous lire dans un instant, dans lequel il exprime une crainte qu'il avait d'être pris dans cette institution jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de ses jours. Alors, il nous a dit: ça a été tellement difficile, une véritable épreuve. Puis moi, ça m'a fait peur parce que là, je me suis dit: wow, là, je suis tombé dans quelque chose, là. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est ça pour tout le temps? Alors, il se posait vraiment la question: est-ce qu'elle allait être pris là pour toujours? Alors que la démence peut aussi avoir une incidence sur l'expression du genre en raison de la difficulté croissante de procéder à certains soins corporels nécessaires au maintien du genre. Il n'y a par contre aucune participante trans ou des personnes aidées par les proches aidants et aidantes qu'on a interviewés qui ont senti que la démence avait transformé la relation à leur identité de genre. Parce que toutes les personnes dans notre étude avaient un sens profond de leur identité de genre et aucune avait oublié leur identité de genre. Voyons maintenant comment le cisgenrisme et l'identité de genre se répercutent sur l'expérience du cogniticisme et de la démence. Donc, l'isolement, la solitude et l'absence ou la faiblesse d'un réseau de soutien qui sont le lot de nombreuses personnes trans ou non-binaires, notamment en grande partie à cause du cisgenrisme, peuvent aggraver le cogniticisme auquel elles se butent. Alors même que les microagressions, les abus, la maltraitance et la violence agissent et cogniticistes exercées sur les personnes trans vivant avec une démence dans différents contextes sont communes et documentées, ces mauvais traitements sont souvent dénoncés par le réseau de soutien. Donc, le fait de bénéficier d'un réseau fiable réduit les chances de subir de telles formes de violence ainsi que leur durée ou intensité. Donc, sachant que plusieurs personnes trans et non-binaires ne disposent pas d'un tel réseau, une grande part de ces personnes doivent se débrouiller seules pour se défendre et n'ont personne pour remarquer et dénoncer des situations abusives et les aider à y échapper. L'isolement résultant du cisgenrisme peut amplifier la violence agiste et cogniticistes.
Donc, en plus d'avoir moins de proches aidants et aidantes pour les soutenir, les personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence subissent un cisgenrisme qui limite aussi leurs options de soins. Cela réduit non seulement leur possibilité de trouver des résidences compétentes d'un point de vue culturel sur les enjeux trans, mais aussi leurs options de soins à domicile. Par exemple, Victor et Nancy nous ont raconté que des épisodes de mégenrage surviennent encore lorsque les prestataires de soins viennent à leur domicile. Martha nous a aussi mentionné les attitudes cisgenristes d'un grand nombre de prestataires. Elle nous a dit, il y a eu un incident à l'hôpital parce que mes documents à l'époque disaient encore masculin et que la personne médecin urgentiste refusait de m'appeler Martha. Elle voulait utiliser mon morinon, mon nom à la naissance. Le cisgenrisme peut également avoir un impact direct sur la démence. Non seulement le stress lié au statut minoritaire que subissent les personnes trans ou non-binaires durant leur vie augmente les risques de développer une démence, mais leurs symptômes de démence comme tels peuvent s'aggraver sous l'effet des violences et d'obstacles structurels auxquels elles se heurtent tous les jours dans un contexte cisnormatif. Ce fut le cas pour Victor qui, à cause des formes graves de violence subies pendant son séjour dans une résidence de soins de longue durée, a vu ses symptômes de démence comme l'anxiété et les hallucinations s'intensifier. Par ailleurs, Dan et Jessie, dans leur soutien offert à David qui vit avec une démence, ont mentionné que la délégitimation de son identité de genre par les professionnels de la santé, le contrôle excessif de son accès à des chirurgies potentielles, ainsi que la dysphorie de genre qu'il traverse à cause de cela, l'ont amené à adopter une série de comportements autodestructeurs à travers lesquels il se frappe la tête, ce qui engendre de nouveaux traumatismes crâniens et augmente ses symptômes. Il faut mentionner que la démence de David, en fait, a été provoquée par des blessures répétées à la tête liées à sa neurodivergence. Alors, nous allons maintenant aborder la mentalité en silo des prestataires des services de santé et services sociaux qui favorisent l'effacement des identités et des oppressions intersectionnelles, c'est-à-dire imbriquées ou enchevêtrées. Ces prestataires considèrent rarement les identités, les réalités et les enjeux de santé de personnes trans et non-binaires vivant avec une démence d'un point de vue intersectionnel. Alors, ces prestataires ont souvent tendance à adopter une mentalité en silo en vertu de laquelle chaque aspect d'une identité, que ce soit la transitude, la démence, la vieillesse ou tout autre aspect identitaire, est traité comme s'il était séparé les uns des autres et non lié à des oppressions structurelles. Dan nous a expliqué que dans le cas de deux hommes trans dont il est proche aidant, les prestataires de soins avaient tendance à tout interpréter sous l'angle soit de la transitude, soit de la démence. Lou nous a fait part également d'une expérience similaire vécue par son parent non-binaire dans le traitement qui lui était accordé, c'est-à-dire que les prestataires de soins ignoraient complètement sa non-binarité et se concentraient uniquement sur ses enjeux de santé physique et cognitive. Alors, Lou nous a dit, et elle s'en moquait de son identité de genre. Il ne voulait que parler de l'enjeu de santé. Donc, si ça concerne, disons, les rayons X pour le dos de mon parent, alors on focalise sur les rayons X, juste les rayons X. Alors, si cet effacement et cette invisibilité de la transitude et du cisgenrisme exercé par les prestataires de soins de santé prédominent, souvent dans plusieurs cas, il y a d'autres occurrences où, à l'inverse, la transitude est scrutée et devient hyper visible. Par exemple, Nancy nous a raconté que lors de certaines consultations auprès de spécialistes de la démence avec Victor, les rendez-vous ont porté essentiellement sur des questions relatives à l'identité de genre plutôt que sur les besoins médicaux de Victor. Alors, on lui posait des questions intrusives sur son identité de genre, sur son corps, etc., ce qui alimentait évidemment une objectivation et mystification de son corps, comme c'est souvent le cas à l'endroit des personnes trans, de leur corps et de leur transition.
Alors, ces expériences montrent bien que le manque de perspective intersectionnelle empêche l'émergence de plans de santé, de plans de soins intégrés prenant en considération les multiples aspects de l'identité d'une personne. Alors, on va maintenant examiner les conclusions reliées aux personnes proches aidantes qu'on a interviewées et on a déterminé qu'il y avait 3 thèmes principaux concernant les aspects uniques de la proche aidance de personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence. Et le premier de ces aspects concerne comment et pourquoi les participantes ont endossé ce rôle de proche aidance. Alors, à la différence de Lou qui aide son parent et de Nancy qui aide son mari, qui sont 2 configurations de soins assez fréquentes que l'on voit fréquemment, Jessie et Dan en sont venus à leur rôle de proche aidance par des chemins non normatifs, c'est-à-dire que Jessie aide un membre de sa famille éloignée, sa famille choisie, et Dan va aider plusieurs membres de sa communauté. Et ces 2 personnes se sont en partie retrouvées dans ce rôle du fait de leur propre non-binarité ou transitude. Par exemple, Dan a évoqué comment il en est venu à aider son voisin Ben. Il nous a dit, dans le cas de mon voisin, ce qui a pesé, c'était, vous êtes la seule personne trans qu'on connaît, alors vous savez, vous êtes la personne trans de service. De même, Jessie nous a expliqué que sa transitude est vraiment au cœur de son rôle de proche aidance pour David et que sa propre identité de genre l'a rendu d'une certaine façon qualifié pour jouer ce rôle-là. Et cette perspective est évidente dans le témoignage suivant. Elle nous mentionne avoir défendu le droit de David à une chirurgie d'affirmation de genre. Alors, Jessie nous a dit, je peux me porter à sa défense à cause de mon expérience, parce que j'ai vécu dans une petite ville et vous savez, je me suis battu bec et ongle pour tout, pour chaque petit bout des soins que j'ai reçus du début à la fin. Alors, les récits de Dan et de Jessie peuvent nous propulser vers de nouvelles analyses de la proche aidance, notamment pour repenser les trajets menant à la proche aidance dans les communautés marginalisées. Même si les liens de la famille choisie et de la communauté restent importants dans le cheminement de Dan et de Jessie, ils n'expliquent pas à eux seuls, finalement, ce qui les a amenés à devenir proches aidants, aidantes. Donc, leur histoire nous invite à envisager la proche aidance à travers une optique intersectionnelle qui ramène justement le thème de l'oppression au premier plan. Et leur histoire nous incite à réfléchir aux oppressions auxquelles les proches aidants et aidantes ont été confrontés et comment ces expériences ont modelé leur rôle. Et ces témoignages nous amènent aussi à réfléchir aux moyens d'éviter que ce rôle de proche aidance les marginalise davantage, parce que comme nous le verrons, ça a été le cas dans notre étude. Le deuxième thème que nous avons retenu traite aux soins. Les 4 proches aidants et aidantes dans cette étude ont révélé accomplir des tâches expressément liées à l'identité ou à l'expression de genre, dont les 3 suivantes. Soutien du soi genré, soins corporels genrés et défense des droits de la personne trans ou non-binaire vivant avec une démence. Sur le plan de l'expression de genre, Lou a relaté aider son parent à s'acheter des vêtements et lui couper les cheveux à son goût. Jessie, de façon similaire, a expliqué comment elle avait aidé David en modifiant certaines pratiques genrées, comme le rasage, pour qu'il puisse continuer à le faire de façon autonome. Cela dit, il y a certaines tâches que David ne parvient plus à exécuter sans assistance, comme le bandage de la poitrine, et cela lui cause de la détresse. Donc, Jessie raconte, ces temps-ci, il a choisi de laisser tomber le bandage de la poitrine parce que c'est trop difficile à exécuter et que si je ne suis pas là et qu'il n'est pas capable de faire quelque chose et que sa sœur n'est pas dans le coin, alors il n'y a personne là-bas qui va l'aider pour ça. Alors que les proches aidants et aidantes des personnes cisgenres vivant avec une démence peuvent bien sûr être amenés à les soutenir dans des tâches comme le rasage et l'habillage, dans le cas des personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence, ces aspects
ont souvent une importance unique puisqu'ils sont au cœur de l'expression de leur identité face au monde extérieur. En plus d'aider la personne trans ou non-binaire vivant avec une démence à maintenir son apparence genrée, les participantes prodiguaient des soins corporels liés au genre. Pour la plupart des participantes, cela incluait d'assurer le suivi du traitement hormonal. Mais Nancy doit aussi accompagner son mari à la toilette à chaque fois qu'il veut uriner, en raison de ce que Nancy et Victor considèrent comme une phalloplastie non réussie dans les années 1970. Victor n'a jamais eu le pénis qu'il souhaitait. Cependant, à son stade avancé de démence, Victor est persuadé qu'il a un pénis fonctionnel lui permettant d'uriner debout, ce qui n'est pas le cas. Nancy décrit ainsi comment elle doit lui expliquer chaque fois qu'il ne peut pas uriner debout. Donc, Nancy dit, si on le laisse faire quand il s'en va aux toilettes, on a beau faire toutes les manières possibles, il se place face à la toilette, il fait comme s'il avait une pénis. Puis si on n'intervient pas, il va faire pipi par terre. Il ne veut pas comprendre qu'il n'en a pas. Si les proches aidants et aidantes des personnes cisgenres vivant avec une démence doivent souvent les aider pour diverses formes de soins corporels, dans le cas des personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence, il arrive fréquemment que ces tâches s'entremêlent profondément avec le genre. Cela exige une dose de sensibilité, de conscience et de soutien supplémentaire de la part de leurs proches aidants et aidantes. Alors, les proches aidants et aidantes se sont aussi exprimés sur leur important rôle de défense de droits lié au genre, ce qui comprend un travail émotionnel quotidien consistant à aider la personne trans ou non-binaire à se sentir en sécurité et à l'aise. Par exemple, Lou nous a expliqué qui elle doit accompagner son parent à ses rendez-vous médicaux parce que si elle n'est pas là, l'identité non-binaire de son parent n'est pas prise autant au sérieux. Jessie nous a également expliqué que elle doit aller avec David à ses rendez-vous médicaux aussi, en partie pour défendre ses intérêts sur des sujets comme les chirurgies d'affirmation de genre, comme on peut le voir dans la citation. Dans leur rôle de défense de droit, les proches aidants et aidantes sont amenés à protéger le bien-être émotionnel de la personne vivant avec une démence. Par exemple, Dan nous a exprimé le sentiment suivant en parlant de David, nous a dit « On ne laissera pas les autres l'invalider ». Ça, c'est sûr. Et ce travail émotionnel qui implique la défense de droit n'est pas souvent souligné quand on parle de proche aidance dans la littérature. Alors, les récits des participantes illustrent bien de quelle façon les tâches de soins peuvent être liées à l'oppression. Par exemple, la défense de droit au nom d'une personne trans ou non-binaire qui vit avec une démence est rendue nécessaire, évidemment, à cause de la discrimination très présente et de l'oppression auquel fait face cette personne. De plus, le fait d'aider une personne trans ou non-binaire à maintenir son apparence genrée peut aider à la protéger contre d'autres formes de stigmatisation. Même si les proches aidants, aidantes essaient de protéger les personnes aidées contre toute oppression, en réalité, malheureusement, tant les personnes trans ou non-binaires vivant avec la démence que leurs proches aidants, aidantes vivent plusieurs formes de discrimination et vivent aussi dans l'anxiété d'en subir d'autres dans le futur. Martin nous a partagé certains motifs justement d'anxiété concernant son avenir, en particulier le fait de n'avoir aucune personne sur qui compter pour faire respecter ses directives anticipées. Alors, Martin nous disait à quoi ça sert de les écrire, les directives anticipées, les soins concernant son identité de genre, si je n'ai aucun contrôle, s'il n'y a personne là en qui j'ai confiance. Alors, ça démontre bien justement cette angoisse. Les proches aidants aidantes ont attiré également notre attention sur le fait que de nombreuses formes de discrimination à l'encontre des personnes trans et non-binaires sont vécues. Comme nous l'avons déjà mentionné, évidemment, ça pouvait se traduire par un contrôle excessif de l'accès aux soins de santé transaffirmatifs, le mégenrage, le manque de considération de la personne de la part des prestataires de soins. Alors, on a demandé à Martha, par exemple, si elle pensait que le fait d'être une personne trans, âgée et vivant avec une démence pouvait amener les gens à ne pas la prendre au sérieux. Elle nous a dit
Oui, à un niveau plus élevé, à un niveau de risque, je dirais que le mot, c'est d'être maltraité. Et des proches, justement, aidantes, nous ont indiqué avoir dû intervenir dans des circonstances similaires de délégitimation, révélant ainsi comment leur rôle est profondément influencé par la violence cisgenriste directe et indirecte qui est vécue par la personne. En plus d'être témoin de la discrimination qui est dirigée contre la personne trans ou non-binaire et de composer avec cette discrimination, bien, les proches aidants, aidantes sont aussi confrontés à plusieurs formes de discrimination directe. Par exemple, Nancy nous a raconté comment les gens présument qu'elle est lesbienne alors qu'elle s'identifie comme hétérosexuelle simplement parce qu'elle est mariée à un homme trans. Et quant aux 3 personnes s'identifiant comme trans ou non-binaires qui sont proches aidantes, aidants dans notre étude, la proche aidance est devenue une autre sphère de vie dans laquelle elles doivent affronter la discrimination cisgenriste. Alors, Lou nous a affirmé que les professionnels de la santé, par exemple, vont mégenrer systématiquement tant sa propre personne que son parent. Et il y a plusieurs participants et participantes qui nous ont mentionné que leur propre traumatisme, comme personnes trans et non-binaires, pouvait être réactivé lorsqu'elles assistaient à des manifestations de discrimination cisgenriste dirigées contre la personne aidée. Malheureusement, ces expériences de violence, de discrimination confirment les pires craintes de nombreuses personnes trans et non-binaires qui appréhendent de potentiellement dépendre d'autrui pour des soins, en particulier des soins intimes et corporels. Donc, ça fait qu'il y a moins d'options de soins en établissement comme à domicile. Et Jessie nous a parlé de la difficulté de trouver des gens justement qui pourraient les aider à la maison. Jessie nous a dit, bien, si une personne se pointe, en particulier à la maison où vivent des gens vulnérables, parce qu'il n'est pas la seule personne trans dans ce ménage, et que cette personne-là n'a pas de compassion ou pas de connaissance, c'est pas juste lui qui en souffrira. Et ensuite, il est vraiment très vulnérable à propos de son corps, alors il ne veut pas nécessairement qu'une personne inconnue le touche, en particulier s'il ne va pas se rappeler de qui est cette personne. Alors, si les résidences de soins de longue durée ne sont pas considérées comme une option valable ou intéressante par la plupart des personnes trans ou non-binaires à cause de la discrimination, et si c'est également difficile, comme on le voit, de trouver du soutien à domicile, ça ajoute une lourde responsabilité sur les épaules d'un très petit nombre de proches aidants-aidantes. Nous souhaitons terminer par quelques recommandations à l'intention des praticiens-praticiennes. Les personnes ayant participé à nos recherches ont clairement exprimé que de nombreux changements sont nécessaires dans le système de santé et des services sociaux pour mieux répondre aux besoins des personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence et leurs proches aidants et aidantes. Donc, voici un résumé de leurs recommandations. En premier lieu, les personnes ayant participé à la recherche nous ont affirmé qu'il était nécessaire d'effectuer d'autres recherches sur le sujet selon une optique intersectionnelle afin d'éviter la mentalité en silo. En deuxième lieu, ces personnes ont mentionné l'importance de reconnaître le savoir expérientiel acquis par les personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence, lequel est souvent délégitimisé et ignoré. Des proches aidants et aidantes suggèrent d'inclure des personnes trans ou non-binaires vivant avec une démence et leurs proches dans les groupes de travail et les comités consultatifs de différentes institutions où des décisions sont prises à leur sujet, mais souvent en leur absence. Victor, par exemple, a affirmé ceci. Moi, je suis certain que beaucoup de gens vivant avec une démence doivent comprendre beaucoup plus qu'on dit. Je suis certain parce que je ne suis pas exceptionnelle en tant que ça. Il ne faut pas charrier. Fait que moi, je comprends longtemps que je peux actuellement. Moi, je me dis, il doit y avoir d'autres certains. C'est comme un rien. En troisième lieu, l'ensemble des participantes ont exposé le besoin vital de sensibiliser, d'éduquer et de former les praticiens et praticiennes de la santé et services sociaux sur ces réalités.
Martha, qui s'est impliquée dans des organismes communautaires pour offrir ce type de formation, nous a dit que ces formations suscitent parfois de la résistance. Cela démontre l'importance de ne pas se limiter à un enseignement efficace et à une formation continue, mais de toucher en même temps le cœur et l'esprit des personnes et de les conscientiser sur l'importance de devenir culturellement compétentes dans cette manière. En quatrième lieu, les participantes ont mentionné la nécessité d'adapter les services actuellement offerts dans divers établissements et organismes dédiés soit à des personnes trans ou non-binaires, soit à des personnes vivant avec une démence. En effet, lorsque les premiers vise souvent les jeunes ou les adultes en oubliant ou en effaçant parfois les besoins des personnes plus âgées. Les secondes croient généralement qu'ils n'ont aucune personne trans ou non-binaire parmi leur clientèle plus âgée. En fait, des organismes nous ont fréquemment dit cela lorsque nous cherchions à recruter des personnes participantes pour ce projet. Des participantes ont mentionné l'importance pour ces services de ne rien présumer sur l'identité ou l'expression de genre ou encore sur les handicaps cognitifs, d'être accessible aux personnes handicapées et de tenir compte des traumatismes, étant donné les traumatismes vécus par les personnes trans et non-binaires dans leur parcours de vie. Alors, en cinquième lieu, en plus d'adapter les services actuels dans le souci de les rendre plus inclusifs, les personnes participantes ont indiqué que ça serait crucial de créer des services, des ressources spécifiques dédiées à l'intention des personnes trans et non-binaires vivant avec une démence, comme des résidences de soins de longue durée, spécifiquement pour les personnes 2S LGBTQIA+. En sixième lieu, les personnes participantes ont mentionné aussi l'importance de veiller à ce que les recherches, les connaissances, les meilleures pratiques, les outils ainsi que les services adaptés parviennent jusqu'aux régions rurales. Par exemple, Victor et Nancy, qui vivaient à l'origine dans une région rurale, ont dû déménager 2 fois pour se rapprocher des soins spécialisés que Victor nécessitait. En forçant des gens à se déplacer dans des grands centres urbains pour obtenir des services, on les déracine de leurs liens communautaires essentiels. Alors, les proches aidantes vivant dans des régions nous ont montré l'importance justement de diffuser les connaissances et les outils hors des centres urbains. Et la dernière recommandation, mais non la moindre, que l'ensemble des personnes participantes nous ont partagée, c'est l'importance d'adopter des attitudes sans jugement et empreintes de respect. Alors, Victor nous a dit, quand on lui a demandé « c'est quoi ta recommandation », il nous a dit de parler à la personne, ça c'est sûr, puis respecter, yes, 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 yes. Et Martha nous a dit que le respect, c'est au cœur de tout pour elle. Et elle fait la distinction d'ailleurs entre la tolérance, l'acceptation et le respect en insistant sur le fait que respecter une personne ne veut pas nécessairement dire approuver son identité ou ses choix. Alors, elle nous a dit, je dis aux gens que je ne veux pas être toléré, je ne m'attends pas à être accepté, mais j'exige du respect. Alors, ces recommandations font écho à celles qui sont avancées dans la littérature existante sur la transitude et la démence qu'on vous invite évidemment à consulter. Si vous souhaitez aussi avoir accès à des outils, des guides éducatifs pratiques en français, en anglais, sur les personnes 2S LGBTQIA+, et la démence, on vous invite à consulter 2 sites web très intéressants, Égal Canada et Fondation Émergence, qui ont des outils pratiques en ligne. Alors, en mon nom, en celui de Marjorie, j'aimerais vous remercier pour votre intérêt à l'égard de notre recherche. On espère que vous avez trouvé ce séminaire informatif, utile et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous si vous voulez recevoir nos publications, nos affiches scientifiques qui résument les conclusions de l'étude et toute autre information. Merci beaucoup.